Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo sur de la technique et sur les effets visuels parce que je sais que vous aimez ça. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de revenir sur les définitions de deux termes employés un peu n'importe comment, y compris dans la presse. Vous entendez souvent parler des acronymes VFX et CGI qui vont être au cœur de cette vidéo, mais ils ne veulent pas dire la même chose. VFX, c'est le diminutif de Visual Effects, c'est-à-dire toutes les techniques de manipulation d'images qui sont créées en post-production. Ça va de l'assemblage de plusieurs pans d'images à la suppression d'éléments comme les câbles ou encore la création d'images de synthèse. C'est à ne pas confondre avec les effets spéciaux ou SFX. Eux, ils représentent les techniques qui sont faites sur plateau, comme les explosions, les animatroniques ou même les effets de maquillage. Ensuite, on a les CGI, ce qui veut dire Computer Generated Imagery, de l'imagerie générée par ordinateur. Bravo les bilingues. En bref, ce sont tous les objets créés en 3D et animés dans une image de film, d'un bout de décor à un costume en passant par des corps entiers. Pour faire plus simple, les CGI font partie de la grande famille des VFX, mais l'inverse n'est pas vrai. Souvenez-vous-en parce que c'est un peu le fusil de Tchekhov de cette vidéo, au même titre que le bien connu bébé Yoda E.T. de Tchekhov, qui traîne sur ce canapé parce qu'il renferme les plus sombres secrets d'écran large. Oui. Bon, maintenant que tout ça est mis au clair, on peut se concentrer sur la question du jour. Pourquoi Hollywood, et par extension une bonne partie du cinéma mondial, déteste les VFX? Si vous suivez ne serait-ce qu'un peu la promotion de films, vous avez forcément entendu Tom Cruise, Christopher Nolan ou même l'équipe de Fast and Furious 10 qu'il n'y a pas de CGI dans leurs films parce qu'après tout, plus c'est gros, plus ça passe. Le truc, c'est que le cinéma, quelle que soit sa provenance ou le budget de ses productions, n'a jamais autant utilisé les effets visuels numériques. Et pourtant, de plus en plus de studios et d'artistes cherchent à mettre en avant leur absence comme s'il s'agissait d'un label bio, ce qui est à la fois faux, absurde et contre-productif. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, il y a une évidence que je veux mettre sur la table tout de suite. Le milieu des VFX est sujet à l'incompréhension et à la désinformation depuis toujours. Le problème, c'est que l'ignorance devient aujourd'hui argument marketing, autant du côté des studios qui construisent une sorte de narration idéalisée de leur production, que des médias qui les reprennent parfois sans réfléchir. À écran large, on a pris l'habitude de prendre une certaine distance sarcastique face à des prises de parole bullshit, mais ça ne nous empêche pas d'être faillibles. Et j'en profite pour préciser maintenant que si le sujet des effets visuels et des technologies du cinéma me passionne, je suis loin d'être un expert, contrairement au superviseur VFX Jonas Husing. Ou je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous n'avez pas croisé son travail, il a lancé une série de vidéos sur YouTube intitulée No CGI is really just invisible CGI, dans lesquelles il démonte plein de films qui prônent cette politique mensongère. Son savoir-faire s'avère essentiel pour décortiquer tout ça et je vous incite sérieusement à aller voir ses vidéos. Je vais reprendre quelques-uns des exemples étudiés par ses soins, mais je vais pas chercher à aller dans le détail comme lui. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de relever certaines des motivations derrière ce mouvement. Et pour ça, quoi de mieux que de commencer par le meilleur film de tous les temps, Mad Max Fury Road. Oui, c'est mon film préféré et c'est le plus grand film du monde, et si vous pensez le contraire, je ne tiens pas à vous connaître. Depuis sa sortie en 2015, Fury Road est présenté comme le parangon du tournage à l'ancienne, avec ses cascadeurs fous, c'est vrai, sa véritable tôle froissée, c'est vrai, et sa quasi-absence de saloperie numérique pour feignasse, c'est faux. Dans Fury Road, il y a plus de 2000 plans avec des VFX, et c'est loin de seulement concerner le bras amputé de Charlize Theron. Pour juste se concentrer sur ce bijou de scénographie qu'est le climax, pas mal des cascades dans le convoi ont été réalisées séparément, avant d'être rassemblées en post-production. Pareil pour le canyon, élément essentiel dans la spatialisation du film qui est ajouté sur les côtés des véhicules pour des questions de sécurité évidentes. Pourtant, Fury Road est souvent considéré comme un film sans CGI, au point où Furiosa en paye désormais les pots cassés. Depuis sa première bande-annonce, certains reprochent à George Miller d'avoir cédé au CGI, comme si sa méthodologie avait changé. Bon, déjà, on rappellera que les plans d'une bande-annonce sont rarement définitifs, et puis je sais pas, ça vous semble fait pour de vrai ? En plus, d'un point de vue purement thématique, ça va à l'encontre de ce qu'est le film. Beaucoup ont pointé du doigt le fait que Fury Road puise dans le cinéma des origines, et en particulier dans le burlesque de Buster Keaton. Et même si c'est vrai, c'est insuffisant. Ce qui fait de Fury Road une œuvre aussi énorme, c'est qu'elle condense des décennies de techniques et de magie du cinéma. Peut-être parce que, comme ces personnages en quête de rédemption, le film est à la recherche d'un futur, il est tourné vers l'avenir, et c'est bien normal que les VFX fassent partie de sa mallette de chimiste. Le problème, c'est que Fury Road est loin d'être un cas isolé, et c'est même devenu monnaie courante depuis de discréditer la place des VFX. Alors mon analyse sera loin d'être exhaustive, mais perso, j'y vois 3 raisons.
Ah, Tom Cruise, la dernière vraie star de cinéma, le Messie qui fait toutes ses cascades tout seul et qui conduit des avions de chasse pour le seul plaisir du spectateur. Ça, c'est quelqu'un qui se fout pas de nous et qui cherche à se dépasser. Alors sur le papier, oui, en tant que fan de notre scientologue de cinéma préféré, j'apprécie la mégalomanie de Tom Cruise et son ambition, et je précise que je ne cherche pas à attaquer les derniers Mission Impossible ou Top Gun Maverick, surtout que je suis celui qui les défend le plus à écran large. C'est indéniable qu'il s'est accroché au Burj Khalifa, à la carlingue d'un avion en décollage ou au cargo d'un hélicoptère. Oui, c'est fait. Pour de vrai. Sauf qu'on en revient à mon fameux fusil de Tchekhov. Quand Tom Cruise dit en interview qu'il n'y a pas de CGI dans certaines de ses scènes, et je dis bien certaines en insistant, c'est pas complètement faux. Il n'y a pas de CGI, mais il y a des VFX, ne serait-ce qu'à cause des câbles qu'il faut retirer du plan. Ce n'est pas de la création 3D, mais c'est de la retouche. Et Tom Cruise s'en sort souvent comme ça pour les bienfaits de son image d'action star casse-cou, mais c'est pas tout. Pour Top Gun Maverick, l'argument du film a toujours été de dire que les séquences de vol en jet sont réelles. Mais là encore, faut savoir définir réel. Oui, les acteurs ont été dans les avions, et leurs réactions physiques face à la force gravitationnelle sont géniales d'authenticité. Sauf qu'ils étaient souvent sur le siège passager. Et oui, même Tom Cruise ne peut pas piloter un F-18, sorry. Je suis choqué. Et le cockpit devait donc être en partie recréé en CGI. Mais surtout, pas mal des avions dans Top Gun ne sont pas pilotables. Le Dark Star du début, il est vrai quand il est au sol, mais totalement CG dans les airs. Le F-14 du climax en hommage au premier film, il vole plus depuis bien longtemps. Et les jets de 5e génération de la fin du film n'existent tout simplement pas. Donc régulièrement, les avions présents à l'image sont des L-39 peints en gris avec des marqueurs, afin qu'ils servent de référence pour être remplacés par des copies en CGI. Et c'est pas un problème, bien au contraire, la méthode est brillante et c'est très difficile à partir de là de savoir quand les avions sont réels ou pas à l'image. Le vrai souci, c'est que tout ça, on le sait juste parce que Paramount a été contraint de sortir l'un de ses fameux breakdown VFX pour les Oscars afin que Top Gun puisse concourir à l'Oscar des meilleurs effets visuels. Ce petit montage, c'est la seule source qu'on a pour analyser l'importance des VFX sur le film. Et forcément difficile de penser que Tom Cruise n'y est pas pour quelque chose. En protégeant son aura de surhomme du cinéma, il ne fait que créer une zone de flou sur une part pourtant essentielle du processus. Certains soupçonnent même que les boîtes de VFX sur des projets comme ça acceptent de signer des contrats qui leur interdit de présenter leur travail avant une certaine date. Et dans le cas de Tom Cruise, ces films aiment bien prendre leur temps pour révéler que tout n'est pas fait pour de vrai. Pour Mission Impossible 7, qui contient 2500 plans VFX, ce qui est beaucoup, la vidéo d'ILM sur ses prouesses techniques n'est sortie sur YouTube que le 14 janvier 2024, soit 6 mois après la sortie du film. Et là encore, c'était pour lancer la campagne du film à l'Oscar des meilleurs effets visuels. Alors qu'ils font comme si ça n'existait pas. Mais il y a pire que de dissimuler les images qui permettent de comprendre les VFX. Maintenant, il est possible de truquer ces mêmes images. Barbie a sorti un making-of qui ment ouvertement sur son emploi des fonds bleus. On sait que le film de Greta Gerwig s'est beaucoup reposé sur des techniques à l'ancienne, notamment du côté du matte painting pour vendre son univers rose bonbon et volontairement artificiel. Sauf qu'à la sortie de Barbieland, c'est du fond bleu. Et en soi c'est pas grave, puisque Greta Gerwig a reconnu que l'emploi des VFX était important pour le film, et même qu'il était essentiel de les employer pour obtenir le même effet un peu maladroit de film de studio à l'ancienne. Mais plutôt que de l'assumer, Warner a préféré retoucher le making-of pour faire croire qu'un matte painting est présent sur le plateau, alors que des photos prouvent le contraire, et surtout le détourage est absolument dégueulasse. Si ce cas précis est extrême, il reflète pas mal le manque de considération de tout un pan de l'industrie. Je l'avais déjà précisé dans ma vidéo sur les VFX de Marvel à laquelle je vous renvoie pour plus de détails, mais les sociétés dans le domaine des VFX sont des contractuelles. Elles sont missionnées et payées par les studios pour travailler sur un projet, mais c'est à elles de gérer leurs ressources humaines et financières. Pour la faire courte, c'est exactement pour ça qu'il y a plein de problèmes. Les studios et les équipes de films sont rarement très au courant des besoins des petites mains qui vont donner vie à leurs désirs, ce qui amène à des deadlines infernales, des périodes de crunch intenses et des burn-out en pagaille. Je me dois d'ailleurs d'évoquer le cas d'école de l'Odyssée de Pi d'Angly. On sera à peu près d'accord pour y voir au moins une prouesse technologique. Mais cette prouesse a coûté très cher à la société Rhythm & Hues, boîte très importante dans les années 90 et 2000 qui s'était spécialisée dans les effets autour d'animaux, de Babe à Narnia. Vous vous en doutez, sur l'Odyssée de Pi, on leur avait confié le tigre, Richard Parker. Sauf qu'à mi-parcours dans la production, Ang Lee et son équipe auraient fait un choix qui a imposé à Rhythm & Hues de tout reprendre à zéro. Mais la sortie du film n'a pas bougé, et à cause des coûts supplémentaires nécessaires pour tenir la deadline, la boîte a fait faillite
au moment où l'Odyssée de Pi remportait un Oscar des meilleurs effets visuels. Vous la sentez, la bonne grosse ironie là? Il est d'ailleurs bon de rappeler que les artistes en VFX font partie des rares professions du milieu à ne pas avoir de syndicat aux États-Unis, même si les choses sont heureusement en train de bouger. Mais à l'heure où on vient de traverser une grève sans précédent des acteurs et des scénaristes, il est quand même délirant de voir à quel point ce pan du business est invisibilisé, alors que leurs problèmes sont complémentaires avec ceux soulevés par le reste d'Hollywood. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est sans doute le plus important. Mais pour maintenir le suspense, j'ai une petite parenthèse à faire. Puisqu'on parle technique, c'est aussi l'occasion de parler matos, et c'est pour ça qu'on est toujours très content d'avoir pour partenaire sonvideo.com. Sonvideo.com, ce sont les experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité c'est vraiment de mettre l'accent sur le conseil et la pédagogie. Que ce soit sur leur site ou leurs 16 magasins en France, ils ne proposent d'ailleurs que du matériel sélectionné par leurs soins. Et si vous vous tâtez à vous installer un super système de projection à la maison, sonvideo.com a lancé le mois du home cinéma. Pour l'achat simultané d'un vidéoprojecteur et de l'écran de projection qui va avec, eh bien cet écran de projection vous est remboursé en bon d'achat. Les modèles concernés sont dans le lien en description de cette vidéo, et si ça vous intéresse, ne traînez pas parce que l'offre n'est valable que jusqu'au 31 mars. Faut savoir que selon le matériau employé et son élasticité, certaines toiles sont plus adaptées pour l'HD et d'autres pour la 4K, voire au-delà. Alors perso, j'ai flashé sur la gamme Lumen Movie Palace qui démarre avec des modèles de 170 cm de longueur et qui est parfaitement adapté pour les vidéoprojecteurs 4K. En plus, pour installer, il y a un système à clip super simple pour les feignasses comme moi, à moins que vous ne préfériez une méthode à l'ancienne avec des vis dans votre mur. Et même pour ça, sonvideo.com est très renseigné, puisque vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube plein de tutos très utiles, y compris pour cette situation spécifique. En tout cas, le mois du home cinéma, c'est jusqu'au 31 mars, donc n'hésitez pas à jeter un œil au lien en description. Derrière ce titre un peu dramatique, il y a en réalité deux choses. S'il y a un discours anti-VFX, c'est bien qu'une partie du public est en accord avec ça, qu'il y a une image négative des effets visuels. Et bon, c'est sûr que quand on voit The Flash ou Ant-Man 3, c'est difficile de jeter la pierre aux gens. En fait, c'est toute l'ingratitude des VFX. La plupart du temps, le travail des équipes est tellement ouf qu'on ne le remarque même pas. Et ça dépasse largement le domaine des blockbusters. À titre d'exemple, regardez le showreel de la zone d'intérêt, que ce soit l'incrustation en arrière-plan du camp d'Auschwitz ou les retouches pour s'adapter au dispositif du film et à ses multiples caméras présentes dans le décor, c'est absolument bluffant. Mais là est le problème. Les VFX, et surtout les CGI, on les remarque quand ils sont ratés. Et c'est rarement dû aux compétences des artistes. C'est dû au manque de préparation et d'organisation des studios, des décisionnaires et même des réalisateurs. Je pense que c'est ça le plus important. Malgré eux, les VFX renvoient aujourd'hui à ce qu'il y a de pire dans le système hollywoodien, à ses profonds dysfonctionnements. Et c'est pour ça que beaucoup essaient de les jeter sous les roues du bus ou de faire comme si ça n'existait pas. Quand j'avais fait ma vidéo sur Marvel durant l'été 2022, c'était le moment où des voix commençaient à s'élever pour parler des problèmes inhérents au fonctionnement de l'usine de Kevin Feige. Les pré-productions sont très courtes, donc les scénarios sont retouchés en permanence. Et parfois vous vous retrouvez à refaire entièrement des séquences 2 mois avant la sortie du film. Très souvent, les réalisateurs engagés n'ont pas l'expérience pour gérer ce type de projet. Et les VFX ne représentent plus une ambition créative. Ça devient une béquille qui corrige tant que faire se peut des boulettes au tournage qui n'auraient jamais dû arriver si les responsables avaient eu le temps d'y réfléchir ou juste de considérer que tout n'est pas réparable en post-prod. J'avais déjà parlé du climax de Black Panther, mais Spider-Man No Way Home est un très bon exemple de ça. Pour le retour du Docteur Octopus, les tentacules ont été réalisés en CGI. C'était déjà le cas dans certaines scènes de Spider-Man 2, mais des animatroniques avaient quand même été créés. Donc quand l'acteur était trimballé par les 4 bras mécaniques, il était suspendu à des câbles pour que ça corresponde à la physique de la scène. Allez savoir pourquoi, mais sur No Way Home, ils se sont pas fait chier, ils se sont contentés de poser Alfred Molina sur une plateforme. Sauf que du coup, ses pieds pendent pas dans le vide. Les artistes VFX ont dû tout repasser en CGI alors que ça aurait pu facilement être évité. Résultat, quasiment tout le corps d'Octopus a été refait en CGI et il y a au final très peu d'éléments réels dans l'image. Ajoutez à ça les complaintes permanentes des décisionnaires de Marvel et l'incapacité de certains réalisateurs à se projeter dans des images en cours de création avant de dire si ça leur convient ou pas, et vous avez là le meilleur moyen d'épuiser pour rien des équipes. Alors bien sûr, Marvel et son système de surproduction de films et de séries sont toujours des cibles faciles, mais tout Hollywood a pris le train en marche. Et c'est pour ça que je me bidonne devant la laideur d'Aquaman 2 ou de La Petite Sirène. Ce qui est assez dingue là-dedans, c'est qu'Avatar 2 n'est pas si lointain et reste l'un des plus gros cartons récents du box-office, qui contredit totalement le goût supposé des gens pour le no CGI. Ce que James Cameron avait réussi à faire avec le premier film, c'était de faire rêver par l'avancée technologique,
par la promesse d'un avenir fantasmé. Mais on en arrive à une forme de régression qui voudrait nous faire croire que c'était mieux avant. Et vous savez pourquoi les cas de Top Gun ou de Barbie m'énervent autant dans leurs propos marketing? Parce que leur utilisation des VFX est juste exemplaire. Barbie exploite très bien les VFX pour faire de l'extension de décor et pour faire fourmiller Barbieland de détails sans pour autant compromettre la nature très plastique et artificielle du tournage en studio. Et Top Gun fait ce que beaucoup oublient aujourd'hui, de la référence. Peu importe que l'avion final dans un plan soit en CGI, comme un élément réel a été tourné, c'est beaucoup plus simple pour les artistes en VFX de reproduire les effets de lumière, le mouvement, la vitesse et les interactions avec le décor. Ça, c'est du VFX malin. Parce qu'au final, la question ne devrait pas être de savoir s'il y a du CGI ou pas dans un plan. Le meilleur, c'est quand les deux se coordonnent intelligemment, se subliment l'un l'autre au point où on ne distingue plus la différence. Au fond, vous savez, je ne suis qu'une Miss France. Je tiens à la paix dans le monde, à la fin du racisme et au fait que VFX et effets pratiques se prennent la main. Parce qu'en plus, depuis le temps, on sait bien que c'est ce travail de référencement, de mix entre le tangible et le numérique qui vieillit le mieux. Alors vous allez me dire que je vais encore citer mes éternelles obsessions, mais vous avez revu le premier Transformers ? L'une des grandes qualités de Transformers, et ce depuis le premier film de 2007, c'est le niveau de détail dans l'incrustation des robots. C'est tout ce qui compte, parce que c'est ça qui nous fait accepter l'univers et sa réalité. Et pour ce passage précis, ce grand malade de Michael Bay a vraiment fait péter un bus sur une autoroute, afin d'avoir une base à l'image, pour ensuite y caler très organiquement le vilain Decepticon qui vient tout casser. L'idée est finalement très simple. Ne pas partir de rien. Le problème, c'est que maintenant, la plupart des blockbusters nécessitent des milliers de plans retouchés numériquement, alors que ça se comptait en centaines il y a encore pas si longtemps. Si vous regardez le générique d'un Marvel ou d'un Star Wars, il y a au moins une dizaine de sociétés de VFX qui doivent se coordonner dans un pipeline infernal. Et ça aussi, ça engendre forcément des pertes de temps et des complications inutiles, même avec des cadors de l'industrie comme ILM ou Weta. Le truc, c'est que je fais aussi cette vidéo maintenant pour pointer du doigt un paradoxe. Parce qu'on peut se demander si les choses peuvent changer depuis la gueulante poussée par certains superviseurs et animateurs. Sur le papier, on aurait envie de dire que oui, puisque les Oscars ont récompensé en 2024 Godzilla Minus One aux meilleurs effets visuels. Ce qui veut aussi dire récompenser un film qui a coûté moins de 15 millions de dollars et qui a adopté une méthode aux antipodes d'Hollywood, avec une équipe réduite de 35 animateurs en VFX. Entendons-nous bien, c'est extrêmement impressionnant, surtout au vu de la qualité technique du film, mais ça tient finalement à deux choses très simples. Déjà, prendre en considération très tôt l'importance des VFX dans le processus du long métrage, ne serait-ce qu'en préparant tous les plans nécessaires en pré-production. Et puis, comme l'a très bien dit le réalisateur Takashi Yamazaki au micro d'IGN, j'étais là tout le temps, sur les lieux, au même étage. J'avais juste à aller vers l'écran de quelqu'un, approuver des plans, donner une direction si nécessaire et relancer une boucle de retour, là où d'autres seraient contraints d'envoyer des dailies et d'attendre des notes de la production. J'avais une vision claire, peut-être plus que d'autres grâce à mon passé dans les VFX. Et ça, c'est important. Il faut arrêter de confier des films qui vont être très chargés en effets visuels à des cinéastes qui n'ont aucune expérience avec. Et c'est pas grave qu'ils viennent du circuit indépendant, mais il faut se former un minimum à ce qu'il est possible de faire ou non sur un plateau. Sinon, vous êtes contraint de faire confiance à des armées d'avis contradictoires qui vont plus que jamais exploser des budgets de films au-dessus des 200 voire 300 millions de dollars. La victoire de Godzilla Minus One est une vraie leçon pour Hollywood en matière de management, de gestion financière, mais surtout de vision artistique. Et ça vaut aussi pour The Creator de Gareth Edwards, lui aussi nommé à l'Oscar des meilleurs effets visuels, pour un réalisateur qui a lui aussi démarré dans les VFX et qui a choisi lui aussi une approche peu conventionnelle de ces VFX, un tournage quasi guérilla et économe pour ensuite permettre à ILM d'adapter la part de VFX des plans au cas par cas. Suite aux multiples flops de films qui ont vu leur budget grimper par des avalanches de mauvaises décisions, je suis curieux de voir si ces démarches alternatives vont s'imposer. Mais le paradoxe, j'y reviens, c'est que ces réussites n'empêchent pas les studios et leurs équipes marketing de continuer à vanter le no CGI, ce qui est ridicule. Il faut qu'on retrouve le goût de cette magie, parce que personnellement, rien ne m'impressionne plus que l'émotion tangible que j'ai pu ressentir face à un gros plan sur Neytiri, face à ma première vision de l'armure d'Iron Man en plein vol, ou face au plan séquence introductif de la revanche des Sith. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire vos plus beaux souvenirs en ce qui concerne les effets visuels, et ensemble, arrêtons cette tartufferie promotionnelle qui ne fait du bien à personne. Et encore une fois, c'était mon côté Miss France. Avant de vous quitter, je vous rappelle comme toujours qu'Écran Large est un site indépendant, et si vous voulez qu'on continue à fournir ce genre de longues vidéos, on a besoin de votre soutien. Ça passe par un abonnement qu'on propose sur le site, qui en plus de faire de vous quelqu'un de très sympa, vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine. Le lien est en description, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!
Stop!